Bonjour et bienvenue dans En l'intervalle, le podcast sur l'animation sous toutes ses formes. Aujourd'hui, on est avec Alexandre Caoudal Salut! et deux invités exceptionnels, Karel Campuis Salut! du podcast Hémisphère et Titouan Bordeaux, Salut! réalisateur d'animation. Pourquoi on a réuni ce casting digne des Avengers? Eh bien, c'est pour parler d'un réalisateur dont nous avions déjà parlé avec des invités. Aujourd'hui, on parle de L'œuf de l'ange. Mais avant de parler de l'œuf de l'ange, je propose qu'on revienne sur Titouan Bordeaux, notre invité, qui est non content d'avoir réalisé le film Bye Bye Elida et d'avoir étudié à l'école d'animation La Poudrière, a l'année dernière eu son premier rôle d'assistant réalisateur sur le film Sirocco. Donc Titouan, j'aimerais bien, si tu le permets, qu'on revienne un peu sur ton parcours Ouais. et notamment quel est ton processus de travail dans toutes tes créations, puisque dans tous tes films, je remarque des personnages qui ont des formes simples, des décors qui sont fournis, des transformations incessantes, des mouvements amples. De fait, j'aimerais bien comprendre un petit peu quel est ton style, quelles sont tes influences et quels sont ton processus de travail, comme je l'ai dit précédemment. Alors, plein de questions. Sur mon parcours, en gros, j'ai fait un bac art appliqué il y a longtemps déjà à Brest. Puis j'ai rejoint une formation à Marseille, qui à l'époque était un DMA, donc c'était au lycée Marie Curie. En 2 ans, j'étais dans la toute première promo, donc ça venait de s'ouvrir. Donc c'est vraiment là que j'ai découvert l'animation. Puis j'ai poursuivi et terminé mes études à la Poudrière, où du coup ça a été deux formations qui étaient quand même bien complémentaires, parce que la première, c'était dans un lycée, ça venait de s'ouvrir, donc il y avait assez peu de contacts et on avançait quand même beaucoup par nous-mêmes. Enfin, on avait une équipe de profs qui était bien et tout, mais c'était beaucoup de la débrouille et on allait quand même pas mal chercher les infos et tout. Et la poudrière, c'était l'inverse parce qu'au final, on nous apprend pas du tout la technique. On n'a pas vraiment de cours d'animation, mais par contre, on nous apprend à faire des dossiers, à écrire des scénarios, à gérer un budget, à gérer une équipe, enfin voilà, toute la partie qui est plus réalisation. Et tout ça encadré par que des intervenants professionnels. Du coup, c'est une école où vraiment, quand on en sort, on connaît les gens du CNC, on connaît les gens de Canal+, on connaît les gens d'Arte. Enfin voilà, donc du coup, on sort avec un bagage professionnel qui nous fait gagner beaucoup d'avance. Justement, tu parles de choses qui sont très techniques, donc faire des dossiers, gérer un budget, etc. Mais ce que j'ai trouvé intéressant dans tes films, c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre d'une patte d'artiste. Ça fait vraiment grand mot dit comme ça, mais je le pense vraiment juste comme quelqu'un qui exprime quelque chose d'assez personnel et d'à la fois assez joyeux quand même, à travers une patte qui est assez affirmée. Et je ne saurais pas trop comment dire ça, mais j'ai l'impression que les écoles d'animation telles qu'elles sont en France ne forment pas vraiment sur ces questions-là. Et c'est d'autant plus intéressant que je serais curieux de justement connaître d'où est venue ta sensibilité, tout simplement en termes d'animation. Eh ben alors moi, en sortant de l'école, j'avais très envie de réaliser des films. Et puis en plus, je me rendais compte que l'animation, ça pouvait être très technique et très laborieux à faire, mais qu'il y avait moyen d'ouvrir des portes pour faire en sorte que ça soit plus simple et que ça coûte moins cher. Et moi, j'étais vraiment parti là-dedans en me disant, trop bien, je vais pouvoir proposer des courts-métrages à des producteurs ou à des chaînes de télé en leur disant, vous en faites pas, ça va coûter moitié moins cher que les courts-métrages de d'habitude. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est pas ça qui fait, d'une part, rêver les chaînes de télé, parce que si c'est vu à l'économie, bah, il y a souvent, entre guillemets, quelque chose d'un peu plus cheap. Et puis en plus, tous ces financeurs, ils ont aussi de l'argent à dépenser là-dedans pour que ça fasse marcher une industrie. Enfin, en gros, ma conclusion à ce moment-là, c'est que je me suis rendu compte que les projets, entre guillemets, cheap tels que moi je les imaginais, ça n'avait pas vraiment sa place dans le milieu de l'animation française. Et donc du coup, c'est pour ça qu'assez vite, je me suis dit, eh ben, je vais profiter de l'intermittence, du fait que j'arrivais à trouver du boulot en animation. Au début, j'étais assistant animateur un peu, puis j'ai été animateur, et j'arrivais à trouver du travail assez facilement. En fait, je suis pas le meilleur des animateurs, mais je suis un animateur assez rapide. Enfin, même assez connu pour être très rapide. Un peu comme Miyazaki en fait. Je sais pas, il est rapide lui? Oui, oui, il est connu pour être très rapide et justement d'être un peu une sorte de robot quand il anime. Après, il a un niveau de dessin que je dépasse, je pense quand même. Oui, mais ça, c'est une autre histoire. Et donc en fait, je savais que vu que les productions d'animation sont quand même souvent en retard, il y a toujours des moments où il faut des animateurs rapides. Et donc en fait, je faisais partie des gens qu'on rappelait facilement pour bosser sur différents courts-métrages. Et donc je me disais, bah, vu que l'intermittence, il faut bosser 3 mois et demi, 4 mois pour avoir son statut,
Je vais gérer mon temps comme ça, c'est-à-dire que je vais faire en sorte de travailler 4 mois par an et puis le reste de l'année, je me mets au chômage et je réalise mes films ou en tout cas, je fais mes petites expériences. Et donc c'est vraiment au bout de 1 an après la sortie de La Poudrière, donc on était en 2014, je suis vraiment parti là-dessus en me disant, il y a les films sur lesquels je vais travailler dans le milieu professionnel et il y a ce que j'appelais moi à côté mes activités extrascolaires, qui étaient mes expériences en tant qu'artiste, qui allaient du graffiti à faire des films d'animation pour moi, à la céramique après, à la couture, enfin voilà, je m'amusais à faire plein de choses. Mais en effet, enfin, et merci pour les compliments tout ce que tu disais avant, Pas de souci. je suis content que ça se ressente aussi parce que j'essayais vraiment de réfléchir ces films-là plus comme un artiste, plus comme des films que je faisais pour moi en me disant si je les fais pour moi et que ça me plaît, il y a moyen que ça plaise à d'autres gens, plutôt que de me dire c'est des films que je vais faire pour un public. Et je voyais aussi dans ta filmo sur Unifrance que tu avais fait quand même quelques clips aussi. Comment est-ce que ça rentrait un peu dans ce parcours un peu alterné là entre des phases de travail et des phases où tu te consacres plus à tes propres créations? Enfin, c'était des commandes qui te venaient, c'était au gré des rencontres, des choses comme ça? Ça a été un peu les deux parce que le premier clip que j'ai fait, c'était une musique d'un Allemand qui faisait de l'électro que j'adorais. Et c'est moi qui l'avais contacté en lui disant est-ce que je peux utiliser ce morceau-là? En gros, je te fais un clip gratuit, quoi. Donc forcément, lui, il m'avait dit oui, oui, bien sûr, tant que tu fais rien d'abusé, d'homophobe, de raciste, de quoi que ce soit, fais ce que tu veux. Et après, les clips, j'en ai surtout fait au début. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et le deuxième clip, vu que le premier je l'avais fait gratuit, le deuxième je m'étais dit vas-y je me fais payer. Et en plus c'est un label qui m'a contacté en disant ouais on a vu ton clip, on aimerait bien que tu nous fasses un clip. Et je sais plus, ils m'ont proposé 300 € pour faire un clip je crois. Donc j'étais là bah non, sachant que j'en ai à peu près pour 3 mois de travail. J'ai dit non. Et puis après, vu qu'il m'avait quand même envoyé la musique, que je l'avais écoutée et que je l'avais trouvé cool, je m'étais dit, bon, en fait, vas-y, je le fais pas pour l'argent, ça me fait un prétexte. Donc, je les ai recontactés en disant, ouais, vas-y, je le fais. Je n'ai aucune volonté. Après ça, j'ai rencontré un autre artiste qui s'appelle Mo Wookis, qui est quelqu'un qui habite sur Montpellier et qui a été la première personne à me contacter en me disant, j'aime trop ton univers, j'aimerais bien faire un clip, combien ça coûterait? Et là, je me suis dit, ah, voilà déjà une bonne manière de réfléchir. Et du coup, on l'avait fait à pas très cher parce que de toute façon, lui, il avait pas beaucoup d'argent. Mais c'est un exercice, le clip, que j'aime assez et qui rentre assez bien dans mon univers. Parce que vu que j'ai pas forcément envie d'avoir une narration qui est très claire, c'est quelque chose qui est très accepté dans la manière dont les gens regardent les clips, je trouve. Et donc en fait, ça peut être un délire juste visuel et tout le monde est très content et ça passe bien. Justement, je voulais repartir sur ton parcours avec tes 2 œuvres les plus importantes ou dans lesquelles tu as collaboré, de manière assez visible, c'est-à-dire, Bye Bye Elida et Sirocco. Je trouve ça intéressant de voir que dans Sirocco, qui est un film assez balisé, en termes de, ciblage public et d'histoire racontée, tout en étant d'une très bonne qualité en termes d'univers, construit, de petites créatures, qui sont là aussi, à la fois charmantes et en même temps, très, on sent que c'est des créatures qui sont créées par des animateurs. Je sais pas si tu vois où je veux en venir, mais c'est Carrément. quelque chose où on sent un plaisir de l'animation et je me demandais justement à quel point ce geste d'artiste a pu se retranscrire dans une production jeunesse qui est destinée aux familles. Pour faire le parallèle entre Sirocco et Bye Bye Elida, déjà, moi j'avais pas du tout le même rôle sur les deux. Oui, je me doute. Bye Bye Elida, c'est un film qui est sorti de ma tête à moi pour lequel j'ai pas eu d'autre argent au début qu'une aide à l'écriture. Et donc du coup, je me suis dit, j'utilise cette aide à l'écriture pour payer la création sonore du film à la fin. Et après, je prends tout mon chômage pour animer comme un acharné, avec parfois l'aide de quelques copains et copines. Donc pour le coup, là, ça a été en effet le plus gros morceau que j'ai fait de création libre comme ça. Alors que Sirocco, c'est du coup un film de Benoît Chieux, avec qui j'ai déjà pas mal travaillé depuis que je suis sorti de l'école. J'avais commencé à travailler avec lui sur un premier court-métrage qui s'appelle Les Tigres à la queue leu. Et après, il a fait un autre court-métrage qui s'appelle Le Jardin de minuit. Et Jardin de minuit, ça a été un peu le début de notre fusion amour pour les univers de science-fiction un peu étranges. Suite à ça, lui, il était déjà en développement de Sirocco depuis un petit moment. Il avait commencé à travailler ce projet avec d'autres studios, ça s'est pas bien passé. Le projet est passé par plein de mains. Mais du coup, c'était assez intéressant de voir que il y a eu une période où on travaillait en parallèle, moi, Bye Bye Elida. Je lui envoyais des trucs, je lui montrais ce que je faisais au fur et à mesure, il me faisait des retours. Et lui, il avançait sur Sirocco en parallèle, surtout en écriture et en développement graphique, parce qu'il travaillait avec un scénariste. L'histoire en soi n'est pas de lui.
où il fallait créer l'univers. Il y avait tout un monde à imaginer. On imaginait du coup tous les deux des univers un peu psychédéliques, mais avec des objectifs bien différents. C'est que moi, je voulais faire un truc très arty sans l'imaginer comme quelque chose de d'élitiste et pointu. J'avais envie que les enfants y passent un bon moment devant quand même. J'avais pas envie de faire un truc pompeux, mais je savais que j'allais faire un truc qui n'allait pas plaire à tout le monde. Là où Benoît, quand lui, il réfléchissait Sirocco, il se disait je veux faire un film psychédélique pour les enfants et je veux que le film y plaise à tout le monde. Lui, il avait vraiment cette volonté d'ouverture, un peu comme ce qu'arrive à faire Miyazaki, hein. C'était clairement une de ses influences principales, mais il y avait vraiment cette volonté de se dire il faut que je trouve la porte d'entrée pour ramener les gens dans un univers que je me serais amusé à développer et un univers complètement fou, quoi. C'était ça qui était assez intéressant de voir les deux visions différentes à ce niveau-là. J'ai découvert Bye Bye Lida à l'occasion de cet épisode. Déjà, je tenais à te féliciter hein, pour Sirocco, c'est vraiment un film remarquable. C'est vraiment rare, enfin de moins en moins, heureusement, mais des productions animées françaises avec autant de degrés de lecture, avec une telle qualité de production. Trop bien. Franchement, merci, c'était vraiment l'une de mes meilleures claques l'année dernière. J'ai hâte qu'il soit davantage découvert, j'ai hâte qu'il ait toute une réputation aussi que ça SM. Ouais. Ma question du coup, est-ce que tu as fait du chara design pour le film? Sur quel personnage est-ce qu'on reconnaîtrait le plus ta patte? On a fait avec Benoît 2 mois de résidence sur la création graphique du film. Ok. Mais en fait, tout l'univers graphique, il l'avait quand même déjà développé. Il avait le style des personnages et tout ça. Et là où moi, je suis pas mal intervenu, déjà, Benoît, il a énormément de références de plein de trucs. Et tellement de références qu'il a déjà digéré, qu'il a du mal à savoir qu'est-ce qui vient de lui et qu'est-ce qui vient d'autres gens. Et au début, Sirocco, il avait un design qui était très proche de Bibi dans Final Fantasy IX, quoi. Quelque chose d'un peu chapeau pointu, visage noir avec juste des yeux blancs. Ouais, je me disais, il y avait un truc comme ça, ouais. Je lui avais dit non, mais ça, c'est des figures qui sont trop déjà vues. Si tu veux faire un film sur quelque chose d'original, il faut aller chercher plus loin. On avait fait cette résidence en se disant on va dessiner tous les deux. Et au final, lui était tellement plus rapide dans son univers graphique qu'on cherchait des trucs où moi je faisais des croquis sur des feuilles en disant non, essaye un chapeau qui aurait une forme un peu comme ça. Et puis après, lui, il les refaisait à sa sauce. On a fait ça dans un premier temps. Et puis après, essayer de réfléchir à un peu toutes les créatures qu'on pouvait trouver dans ce monde-là par rapport à la manière dont ils seraient animés. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé génial parce qu'on se disait, dans le film, par exemple, il y a des bestioles qui s'appellent les crocs-en-bec, qui sont des bestioles avec des espèces de palmes au bout des mains. Et on s'était dit, comment est-ce qu'on peut faire voler une créature sans que ce soit un oiseau, sans que ça ait l'air d'un poisson qui nage dans l'air ou ce genre de truc. Si on utilise un peu une mécanique de rame et qu'on les fait voler comme s'ils faisaient de la brasse, on a passé beaucoup de temps à chercher du design par rapport à la manière de les animer. Notamment sur les bibendums, les bonhommes gonflables. Il fallait trouver une manière de les faire marcher tout en sentant quand même le côté grosse frite d'air qu'il y a sur les parkings de supermarchés avec les bras qui se promènent dans tous les sens. Il faut retrouver le fait que c'est quelque chose de massif, d'imposant, mais en même temps creux. Benoît, lui, il le présentait comme ça, le film, il disait il faut qu'on arrive à montrer que le vent, c'est quelque chose de très puissant, mais c'est quelque chose qui n'est pas présent visuellement. Et il faut réussir à montrer le vent par ce qui va faire bouger autour de lui et sa puissance par l'impact qu'il peut avoir dans son univers. J'avais trouvé que c'était un défi hyper intéressant à travailler. Justement, est-ce que tu dirais que le vent, précisément parce que c'est pas présent physiquement à l'image, du coup la ligne claire serait une meilleure façon de rendre compte du vent, contrairement au feu, à l'eau ou à la terre, où il faut davantage texturer et donc davantage détailler les dessins? C'était plus un choix graphique sur le fait que Benoît, il voulait un graphisme qui soit le même pour les personnages et pour les décors. D'accord. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas en animation. Et la ligne claire, c'est encore aujourd'hui techniquement le moyen graphique le plus simple à travailler, quoi. C'est-à-dire qu'on dessine par de la ligne, après il y a une équipe qui fait du remplissage en couleur et voilà. Merci beaucoup pour ce panorama qui donne envie d'explorer un peu plus en détail à la fois Sirocco et ton travail, Titouan. Je me disais qu'on pouvait peut-être passer à l'œuvre de l'ange et peut-être par un biais qui m'intéresse, c'est-à-dire que je ne sais pas si tu connais les conditions de production de l'œuvre de l'ange. C'est un film qui a été fait dans un studio, etc., mais qui est aussi la volonté d'un auteur qui est Oshii de se distancer des productions peut-être balisées des grands studios, notamment puisqu'il a travaillé sur la série Urusei Yatsura, L'amour en version française, et a notamment réalisé un film très onirique qui s'appelle L'amour, un rêve sans fin. C'est un film qui a créé l'ire de la créatrice originale et qui l'a mené vers des projets un peu plus indépendants. Et L'œuvre de l'ange participe de ce mouvement-là, puisque L'œuvre de l'ange est un film qui est sorti en 1985 sur le marché vidéo. Il a été réalisé, c'est un gros studio malgré tout, le studio Dean, dans lequel avait, il me semble, été réalisé des épisodes de L'amour et qui a aussi été le berceau de nombreux projets à l'époque de séries d'animation
d'animation pour la télévision. Mais il n'empêche que c'est un projet qui est singulier, adapté d'une bande dessinée qui avait été publiée dans le magazine Animage, qui est spécialisé dans l'animation, qui fait amusant, et aussi le magazine qui avait prépublié Nausicaa de la vallée du vent de Hayao Miyazaki. Ah, trop bien. Donc, deux projets qui sont portés par des auteurs quand même fondamentaux de l'animation japonaise et qui veulent créer une sorte de cinéma ambitieux et en même temps personnel. Et c'est aussi la revue de Tokuma Shoten. Exact. Il me semble que le producteur Yasushi Tokuma est producteur sur L'œuf de l'ange. Et aussi Toshio Suzuki. Ouais. Ok, trop bien. Donc c'est très intéressant les connexions qui se font, et peut-être que ce désir d'indépendance est aussi quelque chose qui a pu te plaire dans ce film-là. Dans tous les cas, L'œuf de l'ange est un film qui est très singulier, à la fois dans l'animation japonaise, mais je dirais aussi dans la filmographie d'Oshii, même si Mamoru Oshii, évidemment, le réalisateur de Ghost in the Shell, de L'amour, un rêve sans fin ou Beautiful Dreamer, et de nombreuses œuvres cultes de l'animation japonaise. L'œuf de l'ange, c'est un film qui est notamment fait en étroite collaboration avec Yoshitaka Amano, qui est connu pour être le créateur et l'artiste derrière les designs et les pochettes de Final Fantasy, la célèbre saga de Squaresoft, maintenant Square Enix, et qui a un univers qui est effectivement assez porté sur l'onirisme, sur des figures qui sont ancrées dans une histoire de l'estampe japonaise, et qui laisse exprimer sa pleine singularité. On est quand même sur un objet qui est ésotérique, qui a un scénario très minimaliste. Son scénario étant, grosso modo, une petite fille se réveille avec un œuf qu'elle porte et se fait poursuivre par un mec un peu bizarre qui porte une arme en forme de croix. À travers ce scénario qui est très simple, se déploie toute une image très solennelle, ancrée dans un imaginaire religieux, qui peut avoir quelque chose de l'ordre de l'opaque. Et c'est un film qui a décontenancé des tonnes et des tonnes de spectateurs qui, encore aujourd'hui, se crêpent le chignon pour savoir mais qu'est-ce que veut bien dire ce film. Donc maintenant, j'ai envie de commencer par faire un petit tour de table pour savoir quel est votre rapport au film, en commençant peut-être par celui qui est le régulier du podcast, Alexandre. Je vais essayer de pas être trop dithyrambique parce que L'œuf de l'ange, c'est un film que j'ai déjà vu un petit paquet de fois, parce que c'est un film que j'estime beaucoup et je suis très content de pouvoir en parler ici. Je trouve que c'est un film dans la parcimonie de son animation, dans ce qu'il arrive à faire de très discret, de très fin, souvent avec des animations d'ombre, des animations, comme on disait un peu plus tôt, sur le vent, sur l'onde de l'eau, les cheveux, bon sang, les designs de Amano sont vraiment magnifiés par l'animation là. Déjà visuellement le film a quelque chose d'assez époustouflant, malgré ce que ça peut avoir aussi de léger si l'on veut, étant donné qu'on n'est pas sur des effets spéciaux qui sont hyper spectaculaires. Et il y avait aussi cette histoire, cette suite d'événements, de rencontres entre les deux personnages qui résiste à une espèce de compréhension. Tu te demandes la première fois ce que ça peut vouloir dire, tu te laisses aller à des interprétations, des analyses. Plus je vois le film, plus j'arrive à ne plus y prêter attention, à plus chercher de symbolisme, à abandonner un peu tout le décorum chrétien qu'utilise Oshii dans le film, à me recentrer un peu plus sur ce qu'il essaye d'écrire avec ses personnages, quoi. Je pourrais pas juste résumer là en 2 minutes ce que je pense du film. C'était une question piège. De toute façon, on a un podcast pour en parler. Voilà, c'est terrible. Là, tu me demandes un truc, c'est un supplice. Non, mais c'est pas très grave. De toute manière, on aura le temps d'en reparler. Mais en parlant de symbolique, j'ai envie de me tourner vers Karel, qui, dans son podcast Hémisphère, ne cesse d'analyser les œuvres par rapport à leur aspect symbolique. Et c'est aussi pour ça que je trouvais ça intéressant de t'inviter. Toi qui intéresse beaucoup, est-ce que cette grille de lecture a influencé ta manière de voir le film? Il est vrai que dans mon parcours, j'ai toujours eu un peu l'habitude d'essayer de tout de suite trouver des poignées pour saisir des films, saisir des œuvres, que ce soit on parle de jeux vidéo, de BD, etc., dans un effort d'une part de légitimation, mais aussi ayant été rédacteur en chef d'une émission pendant plusieurs années, il y a un moment où tu as le réflexe mécanique de tout éditorialiser, tout anglais en permanence. Quand un film se dérobe à ton interprétation, c'est le piège de la critique aussi, c'est que du coup, t'en sors frustré, et alors qu'en fait, quelque part, c'est peut-être précieux le fait que le film t'ait déstabilisé et n'ait pas uniquement cherché à parler à ton intellect. Quelque part, L'œuf de l'ange, c'est pas un Oshii que j'ai vu avant récemment. Pour le coup, moi, j'ai beaucoup plus découvert Oshii via Ghost in the Shell, la grosse tarte à la crème, mais aussi surtout Pat Labor. Vraiment, pour moi, c'est le Oshii de Pat Labor qui me plaît le plus. Le Oshii le plus politique, on va dire, vraiment le Oshii Metal Gear, on va dire ça comme ça. Pour le coup, L'œuf de l'ange, c'était un peu une sorte de monolithe précédé d'une réputation qui grossissait, et puis voilà, ces genres de films, tu te dis, bon, je le verrai dans des bonnes conditions, je vais attendre.
et finalement, bah, j'ai réussi à le voir, et j'en suis très heureux parce que quel film, quoi. C'est magnifique, d'autant plus heureux, bah, là, tu m'as trigger sur les symboliques, chrétiennes et tout. Bon, mine de rien, ça s'invente pas, on est le jour de Pâques, J'avoue, on parle d'un trop œuf, bien. un film avec des poissons et on est le 1er avril. Donc là, franchement, La date de l'enregistrement, hein. la synchronicité jungienne est totale. Franchement, c'est un film qui n'est pas facile avec le spectateur. Quelque part, bon, on le remercie parce que c'est un film qui refuse de se laisser enfermer dans une compréhension unique, qui, même s'il mobilise des symboles religieux, ne le fait pas uniquement à des fins, je dirais, de décorum, comme on pourrait le dire sur Evangelion, par exemple, mais n'enferme pas ça non plus dans une lecture très fermée, prêchi-prêcha, univoque, comme le font beaucoup de films occidentaux, qui recréent des métaphores christiques là où il ne devrait pas y en avoir. Là, pour le coup, on sent qu'il y a un intérêt prononcé pour les réseaux symboliques et esthétiques du christianisme, mais avec un recul typiquement japonais, qui trouve son écho dans le parcours du réalisateur et qui trouve son écho aussi dans la dimension contre-culturelle que l'œuvre a du point de vue d'un spectateur occidental. Il y a un dialogue là-dessus qui aussi peut-être a nourri des tas d'interprétations diverses et variées, parce qu'un occidental qui voit ce film n'y verra pas la même chose Mhm. qu'un japonais, même pas la même chose qu'un européen, parce que les rapports entre les imageries picturales notamment que convoque le film viennent beaucoup plus de l'Europe que des États-Unis, quoi. Mais c'est un film que je remercie pour m'avoir autant déstabilisé. Mais d'ailleurs, c'est un film qui n'a pas du tout eu le même écho au Japon et en France Mmh. notamment. Parce qu'apparemment, il n'a Hmm. pas été très bien reçu au Japon, alors qu'en France, on y a plus vu le côté expérimental. Et je pense que, ouais, en effet, en termes d'univers et de symbolique religieuse, ça, il y avait quelque chose qui résonnait probablement plus ici, ouais. Excuse-moi, Titouan, mais le film est sorti en France? Je crois pas que ce soit sorti en France, mais j'avais en tout cas lu ou vu des extraits qui parlaient du fait qu'il a dû être projeté ici dans des festivals. Apparemment, Oui. Oshii est venu le présenter en France, je sais plus dans quel contexte. Il avait eu en France les retours qu'il aurait espéré avoir au Japon et qu'il avait pas pu avoir là-bas, quoi. C'est même au-delà de retour. L'anecdote qui ressort assez souvent quand on l'interroge sur l'œuvre de Lange, c'est qu'il n'a pas travaillé pendant 2-3 ans après le film. Ah ouais. Hmm. Je sais plus c'était quoi son projet suivant. Twilight Q. Et Dallos aussi qui avait planté. En fait, bon là, il s'est fait un peu virer comme un malpropre suite à son craquage de Beautiful Dreamer Ouais. sur Urusei Yatsura. Dallos, ça marche pas. En même temps, bon, vouloir faire la bataille d'Alger en japanime cyberpunk, bon, voilà, c'était pas forcément le projet le plus évident. Et puis effectivement, oui, tu fais bien de le dire, il a eu une grosse traversée du désert après ce film, mais aussi parce qu'il avait voulu peut-être se radicaliser formellement à la suite de cette frustration. Il y a beaucoup de ressentiment dans ce film aussi, qui transpire, et c'est aussi ce qui le rend... je vais pas dire que c'est un visionnage désagréable, contrairement à Le Tombeau des Lucioles, par exemple. Ce que je veux dire, c'est que Le Tombeau des Lucioles, par exemple, c'est un film qui est peut-être plus explicite dans la douleur et dans le malaise qu'il veut te provoquer. Là où L'œuf de l'ange, c'est vraiment une sorte de poison lent qui peut perdre le spectateur, mais aussi tout simplement même l'éprouver, le fatiguer, le frustrer, et ce côté hyper opaque, très cryptique a déplu, quoi. Moi, j'appelle ça les visionnages inconfortables. Ah ouais, non, Mhm. tellement. Parce qu'il y a vraiment ce truc où, même là, pour en discuter, je vous avais proposé ce film-là en me disant « Oh, je suis trop content de savoir qu'on peut en parler et creuser ce truc-là. » Et après, une fois que je me suis dit « Bon, il va falloir que je le revoie », je sentais un peu le truc de me dire « Oh non, il faut encore le regarder. » C'est le moment parfait justement pour te demander quel est ton avis dessus et potentiellement s'il y avait des choses qui avaient pu construire certains de tes goûts et de tes influences en termes artistiques. Ah ouais, bah clairement, c'est aussi pour ça que j'avais choisi ce film-là, parce que si le but c'était de parler et un peu de mon travail à moi et d'un film référence, ça fait partie des films que j'aime bien, où il y a des gens qui le terminent en se disant «Ouah, j'ai pris une claque de fou», et il y a des gens qui le terminent en se disant «J'ai rien compris». Pour moi, toute la question c'est est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre? C'est ce que vous disiez là à l'instant. Par exemple, dans Bye Bye Elida, je me rends compte de ça, je me rends compte qu'il y a des gens qui terminent le film en se disant «J'ai pas compris le film». Alors que moi, dans ma tête, je me dis «Mais je sais même pas s'il y a vraiment quelque chose à comprendre. C'est comme regarder une fourmilière pendant une demi-heure, à la fin on se demande pas si on a compris la fourmilière ou pas. Il y a plus un truc de on regarde quelque chose qui se passe et tu te laisses imprégner d'une ambiance, d'une atmosphère qui en plus là est lourde et qui a quelque chose un peu où il te donne tellement peu d'indices. T'as envie de savoir qui sont les personnages mais t'arrives même pas à savoir si eux ils le savent vraiment. T'es pas bien dedans mais en même temps t'as envie d'aller dans ton enquête. C'est désagréable comme voyage mais en même temps ça te plonge dans un truc que t'as jamais vu donc t'as très envie d'aller plus loin. C'est ce mélange-là qui, je trouve, en fait une vraie expérience de cinéma, quoi. J'aimerais réagir par rapport à ce que tu dis. Est-ce que vous avez tous à peu près dit? C'est-à-dire que moi, c'est un film que j'aime pas trop.
du moins que j'aime pas trop quand je l'ai visionné, les 2 premières fois. Quand je l'ai revisionné pour la troisième fois pour le podcast, c'est beaucoup mieux passé, mais c'est parce que je l'ai pas forcément vu de la bonne manière, je dirais. Il a quand même un côté un peu monolithe dans sa manière de présenter les choses. Première scène, il y a des tas de symboles christiques, un côté très pesant dans la musique, classique utilisée, quelque chose vraiment de l'ordre du vous regardez un film avec un grand F en quelque sorte. C'est quelque chose qui crée un rejet immédiat par rapport à ce que je peux aimer dans le cinéma, c'est-à-dire que j'aime beaucoup le cinéma expérimental dans ce qui peut provoquer de l'ordre de la sensation. Ce que ce film-là essaie de provoquer aussi, même si je le qualifierais pas forcément de film expérimental, il a quand même une narration qui est assez claire, mais c'est un film qui a un côté un peu repoussoir, mais volontairement un peu comme quelqu'un qui se draperait d'habits très riches et qui se donnerait des airs de personnes assez inaccessibles en quelque sorte, mais qui, quand on lui parle finalement, a quand même quelque chose d'assez bizarrement agréable. Même si la personne continue à être intimidante, on commence à ressentir une forme d'émotion qui transparaît. Et j'ai réussi à trouver quelque chose qui pouvait me parler en prenant le film moins comme quelque chose de l'ordre du cinéma, mais quelque chose de l'ordre soit du théâtre ou soit d'un ballet. C'est souvent des histoires de l'ordre du conte. Il y a presque un côté Petit Chaperon Rouge avec cette petite fille qui est traquée par un individu imposant qui vient pénétrer son espace. Mais il y a aussi quelque chose de l'ordre d'une simple histoire avec des symboliques qui sont utilisées comme des figures qui vont permettre de construire un récit. Et construire ce récit-là, ça se fait par une forme de musicalité dans l'enchaînement des plans qui me rappelle ce qu'il peut y avoir en termes de danse dans un ballet où les personnages vont être des sortes de figures qui vont accueillir toute une forme d'émotion qui va être visible à l'écran, parfois par rapport à des gestes qui peuvent être subtils ou extrêmement visibles, notamment à travers l'animation des cheveux ou des décors, et qui en même temps va reposer sur quelque chose de très sensoriel, c'est-à-dire que si l'on accepte cette association entre image et son, on peut arriver à accéder au film sans forcément accéder à ce qu'il veut dire, même si je pense que Oshii essaye, avec cette avalanche de symbolique et de personnages qui ne sont que des figures, de provoquer cette réflexion. Qu'est-ce que cette émotion veut bien dire, même si je ne la comprends pas tout à fait? Et je pense que c'est à ce niveau-là que le film peut être touchant, c'est-à-dire en le prenant aussi comme une sorte de musique dans laquelle on se laisse entraîner, avec tout ce que ça peut avoir de pesant, parce que là, je convoque le ballet, c'est super maîtrisé, c'est que de l'ordre de la technique, j'ai pas envie de pénétrer cet espace. Et en même temps, quand on se plonge réellement devant un spectacle de danse, de ballet ou même du théâtre contemporain, il peut y avoir quelque chose qui est vraiment puissant et qui tient vraiment de l'expérience. Et c'est peut-être à ce niveau-là qu'on rejoint le cinéma expérimental. Par un agencement des signes, il y a quelque chose de fort finalement qui dépasse peut-être la raison, mais qui rejoint le sentimental et le sensible. Tu fais bien d'opposer, l'affect et l'intellect, en tout cas de voilà, de montrer qu'il y a bien un balai qui se joue entre les 2, parce que j'ai littéralement sous les yeux une, réponse de Mamoru Oshii à une interview dans un bouquin qui m'a beaucoup aidé sur, la préparation de cet épisode. Il parle justement du nombre de plans dans ses films et de la manière qu'il a de les agencer pour créer, un dialogue avec le spectateur, une autonomisation du spectateur par rapport à la narration. Ce qui peut donner aussi cette impression qu'il y a un truc à décoder, mais c'est peut-être aussi plutôt le ressenti qui s'éveille en nous au contact des images qu'il faut décoder, plus peut-être que le sens du symbole qu'il y a à l'image. Mais ce qu'il dit, dans un film d'animation traditionnel, on peut compter de 2000 à 3000 plans. Or, dans mes films, on en compte en moyenne 600 ou 800. Je ne fais pas vraiment de surimpression ni de fondu, on trouve que mes films sont difficiles à comprendre parce que je ne veux ni me servir du montage ni des mouvements de caméra pour aider le spectateur. Je ne veux pas le guider ou l'attirer trop facilement vers une idée toute faite. Je ne le dirige pas, je veux qu'il réfléchisse. Mon style contient une dimension objective, et en cela, mes films sont faciles à préparer, à construire. Chaque séquence se prête à diverses interprétations et analyses. Ce qui compte le plus pour moi, cependant, est le temps du film, qu'on ressente objectivement le temps qui passe dans le récit. C'est le temps réel qui m'intéresse. Par exemple, certains réalisateurs aiment contrôler, manipuler le temps avec un montage composé de plans courts et rapides. À l'inverse, j'aime qu'on puisse sentir le passage du temps dans mes films. C'est pour cela que je suis précis sur la taille des plans et leur durée. Je reste un peu à l'écart et c'est ce qui produit cette objectivité. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment sous cet angle-là qu'on peut prendre ce film comme un manifeste de d'Oshii. On pourrait le cantonner avec une caricature de Ghost in the Shell, surtout d'innocence, comme un réalisateur très autoréférentiel, très conceptuel, très abstrait, très autarcique. Là où en fait, ce qui intéresse le plus Oshii, c'est le rapport quasi charnel au temps et l'expérience corporelle même du fait de regarder le film. C'est ça qui est très fort, c'est qu'il réussit à convoquer l'intellect par l'affect. C'est là où beaucoup de réalisateurs ont tendance à plutôt opposer les deux, quoi.
Et cependant, je peux pas m'empêcher d'être un peu d'accord avec toi, Simon. Et ça fait partie de ce que tu disais aussi, Karel, par rapport à la réputation d'Oshii qu'on donne un peu à ce qu'il a fait avec Ghost in the Shell 2 Innocence. C'est ce côté prétentieux qu'il peut avoir. Ouais. Il arrive avec, disons, des grandes idées et une certaine morne, quoi. C'est quelque chose d'assez austère comme ça. Mais je suis pas convaincu que ce soit nécessairement une mauvaise chose quand on arrive à peut-être certains de ces projets plus tardifs. J'aurais tendance à dire qu'il tombe un peu dans le piège, il met le pied dedans. Avec l'œuf de l'ange, ouais, il y a ce souci de donner des sensations, quoi. Au début du film, après la première scène, il laisse de côté un temps la symbolique pour s'attarder sur l'ombre des arbres dans l'eau quand la petite fille sort de l'arche. Et juste sur la musique là, de Yoshihiro Kano, c'est une des rares musiques de film que je peux écouter en continu sans avoir le film sous les yeux pour travailler sur quelque chose ou me mettre dans l'ambiance. Et allez écouter la musique de l'œuf de l'ange si vous n'avez pas envie de voir le film, sérieusement. Dans un autre entretien d'Oshi où il revient sur l'œuf de l'ange, il expliquait qu'il avait la sensation d'être en train d'écrire un classique tout en disant qu'il pétait un peu plus haut que son cul. Enfin, c'est assez étonnant quoi de voir un réalisateur comme ça qui est pas tout à fait dans une posture. Il a cette intention-là, je pense, d'en arriver à quelque chose de mythologique, un peu, Ouais, à fond. tout en sachant que c'est un but un peu inatteignable. Enfin, ça, l'anecdote, je la trouve assez fascinante. À la base, l'œuvre de l'ange, si l'on veut, est composée de restes d'un projet de Lupin 3 qu'il aurait voulu écrire. Quoi? Tu savais pas? Ah si, 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 si. Alors, je récapitule quand même pour les auditeurs qui ne connaissent pas. Lupin 3, c'est une série inspirée de Arsène Lupin japonaise, qui est beaucoup plus dans le slapstick et le burlesque que de l'ordre tout ce qui est présenté dans l'œuvre de l'ange. Donc là, je suis un peu stupéfait par l'information que tu me donnes, Alexandre. Ça n'a rien à voir avec l'œuvre de l'ange, en effet. Mais sans doute que ça aurait donné quelque chose un peu comme Beautiful Dreamer. Il se serait fâché avec tous les ayants droit. Mais il avait pour idée de partir sur donc une petite fille enfermée en haut d'une tour et des gens disparaissent et meurent dans son entourage et elle est dans un fauteuil roulant perché dans cette tour construite par son père qui était une sorte de génie à la Gaudi, un peu un génie fou de l'architecture. Et on retrouvait des plumes à côté des corps, à côté d'animaux morts, des choses comme ça. Il y avait quelque chose aussi, son père devait avoir une douzaine de disciples, vous le voyez venir quoi. Ouais. Évidemment que on aurait eu droit à des plans sur Lupin 3 qui regarde pendant 5 minutes la tour sur une musique avec plein d'emphases, des choses comme ça. Ça me laisse assez perplexe quoi d'imaginer qu'il ait pu penser que ça marche. Ce qui est fou, c'est qu'en plus, il a été recommandé par Miyazaki Ouais. après Cagliostro. C'est ça qui est dingue, quoi. C'est vraiment, on aurait eu deux visions totalement opposées d'une même œuvre, coup sur coup, quoi. J'avais peut-être une question pour Titouan. Tu parlais justement du côté un peu monolithique du film, mais par rapport à notre lecture aussi émotionnelle du film, est-ce que tu as quand même un rapport un peu plus joyeux qui se crée avec ce qui est raconté et ce qui est montré dans le film aussi, au-delà du côté aussi pluri-interprétatif de l'œuvre de l'ange? Bah, en tout cas, je suis content que tu aies parlé du côté chorégraphique parce qu'en fait, je me rends compte que même moi, je réfléchis beaucoup ma manière de travailler comme ça en me disant que le sens ne prime pas forcément sur le rythme ou sur le mouvement. Il y a des séquences que je mets des fois dans mes films juste parce que j'imagine la manière dont ça va bouger et je me dis que ça fait sens avec un propos que j'ai moi-même du mal à matérialiser. Moi, ce genre de films, ils me font du bien justement parce que je comprends pas tout et ça me donne pas la sensation que l'auteur me prend pour un idiot non plus. Je sais pas trop comment dire. C'est toujours des films où tu te dis, c'est dur de trouver la limite entre qu'est-ce qui fait que son film raconte une histoire anecdotique ou qu'est-ce qui fait qu'il l'a tellement truffé de symboles hyper précis qui fait que si je n'ai pas la connaissance complète de tous les symboles religieux de sa vie, parce que quand on creuse, on se rend compte que lui aussi, il était de foi chrétienne et puis il a perdu la foi et tout ça. Mais en regardant après coup, c'est dommage de devoir écouter des interviews et lire des trucs de making-of pour pouvoir comprendre le film. Mais malgré tout, je trouve que c'est un film qui nous pousse assez vite à accepter le fait de se dire bon bah en fait laisse-toi promener et puis même eux ils ont pas l'air de savoir où ils vont donc en fait juste vas-y et puis on verra bien ce qui se passe quoi. Et ça c'est dans les films qui font débat mais genre Jerry de Ah, de Gus Van Sant. ouais c'est ça. Il y a un peu ce truc-là aussi de se dire, soit les gens ils pètent un câble en disant que c'est le pire film de leur vie, soit les gens ils crient au génie en disant que c'est quelque chose de magique. Il y a des gens qui vont trouver le lâcher prise, il y a des gens qui vont pas le trouver. Il y a un peu un truc de est-ce que tu me suis, est-ce que tu me suis pas, que j'aime assez quoi.
Il y a aussi un autre point sur lequel ce genre de films me font du bien. J'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on trouve l'argent de faire un film comme ça, comment est-ce qu'on vend un film comme ça. Moi, c'est ça qui me rend dingue. Est-ce que ça veut dire que lui, il avait déjà la notoriété, ou alors est-ce que Amano, il avait déjà une aura, mais en même temps, je crois qu'à cette époque-là, pas tant que ça. Des films comme ça qui sont tellement basés sur un truc de tu vas comprendre vraiment l'ambiance et l'atmosphère qu'on veut te montrer que quand tu auras vu le film. Comment est-ce que tu fais un dossier de subvention d'un film comme ça, quoi? Enfin, c'est un miracle d'alignement de planètes qu'un film comme ça puisse exister, quoi. Quand on voit le prix que ça coûte de fabriquer de l'animation, quand on commence à regarder ce film-là, les quelques premières minutes, c'est beaucoup de plans fixes, juste des nuages qui bougent un peu. On se dit, oui, bon d'accord, c'est un film un peu expérimental, mais il n'y a pas de budget, ça va être assez cheap dans la technique. Et après, il y a des moments où c'est de la démesure technique, et où on se dit, quoi, mais enfin, où est l'équilibre, quoi? Moi, c'est des films que je me plais beaucoup quand même à revoir ou à réinvoquer dans ma tête, parce que ça me donne de l'espoir sur les types de cinéma qu'il est possible de faire, même si aujourd'hui ça me semble plus compliqué de faire financer un film comme ça, mais je trouve ça incroyable qu'un film comme ça existe, quoi. Oshii, on lui avait posé la question une fois s'il pouvait, ce qu'il referait ce film. Il a dit mais jamais de la vie. Tu poses la question à Miyazaki, il te dirait la même chose parce que ça le fait trop souffrir. Mais puis ils ont ce truc-là, semble-t-il, assez en commun de pas pouvoir s'empêcher d'avoir leur position, d'être d'une certaine mauvaise foi et d'avoir leurs grandes idées, de débattre. Donc c'est vraiment des projets assez fous. Ouais. Mais justement, est-ce que vous avez trouvé un sens à ce qui était raconté dans toute cette succession de signes, de symboles et de personnages? On a à la fois cette petite fille et cet homme inquiétant avec son espèce de grande arme, mais il y a aussi des pêcheurs qui essayent d'attraper des poissons qui sont des ombres sur des bâtiments. Ensuite intervient l'eau du déluge lors de l'arche de Noé et tout ce millimélo d'éléments donne quand même envie de se dire mais comment ça semble l'un et l'autre? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Même si on se laisse porter par ce qui est montré. Alors est-ce que vous avez une interprétation sur ce qui peut être présenté? Moi, j'ai tout compris, je peux vous l'expliquer très clairement. Merci. Vas-y, on t'écoute. Non, bien sûr que non. Mais pour moi, c'est pas tant un propos qui s'en dégage que plein de petites choses qui se font écho les unes aux autres. Bon, ben, il y a un moment, on voit un peu l'arche de Noé, cette petite fille qui grandit au fur et à mesure. Il y a le fait de porter cet œuf comme si elle portait un enfant. Il y a le fait qu'elle, elle croit en quelque chose parce qu'elle a foi en le fait qu'il y ait quelque chose qui soit vivant dans cet œuf. Et finalement, lui, il lui brise sa foi de lui montrer que c'est probablement vide à l'intérieur. Les poissons, ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne les voit jamais, on ne voit que leurs ombres portées. Et de se dire que c'est des gens qui sont prêts à avouer leur vie et leurs actions, à suivre quelque chose qui est juste une trace fantôme, qui n'existe pas. On voit l'ombre de Dieu, mais est-ce que Dieu existe vraiment? Enfin, on peut laisser son esprit divaguer comme ça, mais après, de savoir est-ce qu'il y a un propos, moi, c'est plein de petites choses qui me se répondent, qui me font sa recette à lui et qui me donnent une saveur particulière à la fin, mais de là à savoir nommer le plat, je sais pas, non. Après, pour rebondir sur cette opacité des poissons, cette scène est vraiment à l'image du rapport que spectateur pourrait avoir au film aussi. L'impression que tant que tu essayes d'attraper, d'enfermer le film dans ta compréhension que tu peux en avoir, il est condamné à t'échapper. Parce que précisément, t'es pas là pour comprendre 100% quelque chose, précisément parce que tu n'es pas le réalisateur, d'une part, mais lui-même, le réalisateur, n'est pas maître de ce qu'il injecte dans sa création. Si on file vraiment la métaphore de la mise en abîme d'une création dont le film serait l'imagerie, il faut qu'elle meure pour que les bulles deviennent des œufs et que de nouveaux anges potentiellement puissent arriver. Et donc il faut bien accepter de se retirer pour laisser exister ce à quoi on donne naissance quelque part. Et c'est peut-être ce rapport-là que Shi a à la fois et ce qui a fait qu'il a renoncé à se lancer plus loin dans ses études sur la religion chrétienne. Nous existons parce que Dieu s'est retiré pour qu'on puisse exister. C'est une vision très juive, pour le coup, c'est le concept du Tzimtzum qu'on retrouve chez Simone Weil, la philosophe, quand elle décrit la vision qu'elle se fait de Dieu. Cette idée que nous existons précisément parce que Dieu nous a laissé la place pour qu'on puisse exister, c'est aussi ce qui nous coupe de lui. C'est aussi une trace de son amour. Si on était dans son étreinte, on serait pas libre, on pourrait pas exister, on serait moins à son image en fait. Le film parle aussi un peu de ce malentendu-là, c'est tout cette polysémie de ce qui est ouvert, une bulle d'air qui va vers le haut, qui se transforme en œuf, qui est quelque chose de solide, mais qui d'un seul coup, cet œuf redevient quelque chose de potentiellement ouvert, avec cette espèce de vie qui va se déployer, avec des tas d'anges qui vont naître plus tard, mais en même temps, on a ce personnage masculin qui porte une croix sur ses épaules. Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est un prêtre qui revendiquerait un rapport exclusif à Dieu, qui serait cette espèce de vaisseau qui décolle à la fin? Mais ce vaisseau sur lequel figure cette jeune fille,
Est-ce que finalement, en laissant advenir sans chercher à comprendre, en renonçant à enfermer notre lecture du monde dans une lecture dogmatique, est-ce qu'on n'est pas plus proche de Dieu que ce personnage qui reste seul sur la plage, dans un rapport quasi rival à Dieu finalement? Est-ce qu'il n'est pas plus loin de Dieu en voulant l'enfermer dans un symbole que cette petite fille qui finalement souffre de s'être vue dépossédée de sa foi initiale, de son objet de fétiche initial, mais au final, elle se reconnecte à quelque chose de plus évanescent, de plus vitaliste, de plus éthéré. Elle rejoint un grand devenir quelque part. Il y a une forme de pessimisme dans le cinéma d'Oshii, mais en même temps qui reste optimiste sur ce qui nous attend. C'est-à-dire qu'il y a un désespoir de notre condition, mais en même temps, notre condition porte en elle le germe de tellement de possibilités que le devenir est quelque chose de positif. Et je pense que c'est ce qui a dû le désespérer dans ses études du christianisme, c'est qu'il a dû se heurter, à mon avis, à une lecture très dogmatique de la chose, d'autant que le christianisme au Japon, c'est quelque chose qui s'est fait dans la persécution, dans la douleur. Enfin, le film Silence de Scorsese en parle très bien, par exemple. Le tout dans un contexte de guerre d'unification, un rapport quasi guerrier à la fois, quoi, avec un côté très je vais mourir pour mes idées, mourir pour ce en quoi je crois, etc. Ce qui se télescope assez bien avec les révoltes des années 70 dans le monde de la Japanime aussi. Il y a une confluence de désillusions qui ont dû amener Oshii à cristalliser tout ça, comme c'est une confluence de plein de paramètres dont Oshii avait peut-être pas forcément conscientisé à ce moment-là, ça fait que ce film a une polysémie dingue. Et ce qui fait que ce film trouvera une résonance chez tout un tas de spectateurs et de spectatrices, parce qu'on a tous et tous des vécus différents. Une expérience temporelle qui est celle du cinéma va nous rassembler face à des images qu'on va pas toutes et tous comprendre de la même manière, mais qui va nous permettre de mieux nous connaître et de mieux nous comprendre, de mieux comprendre quels sont les affects qui nous travaillent, quelles sont les passions qui nous torturent, et ce en quoi on a envie de croire. C'est ce qui fait qu'un film comme L'œuf de l'ange, à ce niveau-là, on peut clairement parler d'un monolithe, mais aussi d'un manifeste esthétique, au sens d'une comment je mets ce que j'ai en moi par un travail formel, comment je le mets à nu pour dialoguer avec des gens que je ne connais pas. Là-dessus, je trouve que c'est un film qui touche à une forme d'absolu. C'est peut-être aussi quelque chose dont il va beaucoup souffrir dans le reste de sa carrière, parce que dans Skycrawlers, on va voir cette volonté de se rapprocher du sacré, de le retrouver, mais qui est derrière lui, en fait. En vrai, merci. Enfin, l'interprétation que t'en fais là me plaît beaucoup déjà parce qu'il y a presque quelque chose d'existentialiste entre guillemets pour les personnages. Le monde est laissé aux humains, c'est à eux de tracer leur voie. Tu parlais d'expérience et je réalise que à chaque fois que j'ai revu L'œuf de l'ange, j'ai eu une expérience nouvelle de ce film et c'est ce qui arrive de toute façon, je pense, avec tous les films. C'est de la nécessité de revoir les films, surtout quand ils vous plaisent, surtout quand ils sont importants pour vous. L'œuvre de l'ange aussi laisse cette place au spectateur de faire son propre chemin parce que, comme tu disais, Titouan, il y a plein de choses qui sont éparpillées dans le film. On peut y voir tellement de choses. Et j'apprécie en fait d'autant plus le film une fois que je lâche, que j'arrête d'essayer de comprendre. Et une idée comme ça qui m'est venue en recommençant le film, en voyant cette petite avec son œuf, je l'ai enfin vue jouer. Je me suis pas dit que c'était Pandore avec sa boîte, mais que ça pouvait aussi bien être une petite fille avec sa poupée, si l'on veut. Elle a l'air de collectionner les objets ronds et creux. L'endroit où elle habite est orné de bouteilles de verre rondes, plus ou moins remplies d'eau. Et j'ai arrêté le jeu de piste pour y voir d'ailleurs d'autres choses, parce que cette petite qui s'arrête devant la marche des chars, desquels descend le jeune soldat, il y avait aussi quelque chose auquel je n'avais pas encore pensé. Un enfant au Japon, après-guerre, on n'y pense pas nécessairement en étant occidentaux. Pour quelqu'un comme Oshii, ça a quelque chose de lié à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de l'après-guerre. Cette petite fille sans parents qui se contente de garder quelque chose qu'elle considère comme précieux avec elle et conserve ce mystère, n'essaye pas de le résoudre, de le briser ou quoi. J'aurais peut-être aimé finir par une section pour aller plus loin, comme pour un ouvrage documentaire ou une notule universitaire. Je recommanderais le bouquin Mamoru Oshii, Rencontre, édité au Mouton électrique. C'est un ouvrage collaboratif avec énormément d'entretiens menés par Stéphane Sarrazin qui suivent toute la production de Skycrawlers, mais avec également pas mal d'articles. C'est vraiment une lecture extraordinaire. 27 balles à la Fnac, si vous le trouvez. Pour ceux qui ont aimé, en tout cas, ce genre de film comme L'œuf de l'ange, il y a un film, un court-métrage, qui a aussi été déprécié par son auteur. C'est un film qui s'appelle La prisonnière de René Laloux, qui est un film que je trouve incroyable.
dont personne ne parle jamais, et dès qu'il y a des livres qui sortent sur René Laloux, à chaque fois il y a juste 3 phrases, ouais, non mais de toute façon ce film-là il l'a pas aimé, et puis voilà c'est tout, et en fait on trouve aucune info sur ce film, du coup ça le rend encore plus mystérieux, et c'est pareil, c'est un film d'atmosphère, on sait pas exactement ce qui se passe, on sait pas, enfin on sent qu'il y a des propos de fond, ils sont un peu suggérés, enfin sans trop raconter le truc, mais ça dure moins d'une dizaine de minutes je crois, c'est pareil, c'est une petite pépite qui est disponible sur YouTube. À la rigueur, si vous voulez, un autre film qui vous interpelle sur la question du grand mystère, mais qui serait plutôt une comédie vu qu'on est le 1er avril, je dirais, Serious Man des frères Cohen. Avec une scène qui pour moi résume tout le dilemme, posé par l'œuf de l'ange, mais d'une manière, beaucoup plus comique. C'est la scène où il s'engueule avec le père de l'élève à qui il a mis une mauvaise note, qui essaie de lui refiler un bifton. Il essaie de l'embrouiller et à la fin il lui dit: «Acceptez le mystère». Est-ce que cet homme ne crève pas d'attendre un signe de Dieu? Est-ce que c'est pas une forme d'hubris que d'attendre un signe de Dieu? Et est-ce que c'est pas une forme d'hubris de spectateur d'attendre un signe du réalisateur aussi? Je ne sais pas. Quand j'avais vu ça sur le conducteur, je me suis posé la question, qu'est-ce qui se rapproche le plus de l'œuf de l'ange qu'un autre film de Mamoru Oshii? Je suis d'accord. Et c'est une question qui est quand même assez insolvable. J'ai quand même quelques pistes parce que déjà, je pense que Andrei Tarkovsky, Ouais, Ah, ça c'est clair. ouais, bien sûr. Ouais, Stalker à fond. Le miroir aussi. assez fatalement, d'autant que quand tu vois Avalon ensuite, que Oshii a fait plus tard, donc un film très lourd en effets spéciaux, mais tourné en live action, je crois, en Europe de l'Est, et l'influence de Tarkovsky est indubitable. Mais j'avais envie d'aller un peu plus loin. J'ai pensé à un film dont j'aimerais beaucoup parler en intervalle, c'est Chronopolis de Piotr Kamler, où on suit un astronaute rencontrer des divinités créatrices de matière, de temps. En résumé, c'est très cryptique aussi. C'est entièrement en stop motion. Il y a des animations d'érosion de monuments antiques. On a l'impression qu'il est allé gratter sur des colonnades et des bas-reliefs pendant des heures et des heures. Le film est superbe, très expérimental à sa manière aussi, mais je pense que ça peut être une bonne ouverture. Moi, de mon côté, c'est très, très différent, mais en même temps pas tant que ça. Est-ce que vous connaissez l'animé Elle Grise? Ah Oui, si. oui! Aiban Erenmei aussi, le nom original. Son origine est très très similaire à celle du film de Hoshi. Il s'agit d'une adaptation d'un doujinshi, c'est-à-dire une création amatrice qui est faite par un dessinateur qui s'appelle Yoshitoshi Abe, qui a été adapté en un animé. Et l'animé, c'est aussi quelque chose où un personnage est plongé dans un univers qui a des choses qui s'inspirent de la figure de l'ange et qui n'explique pas réellement son univers, pourquoi les personnes arrivent dans ce monde-là qui est à la fois très similaire à celui des humains et qui est en même temps assez simple. Donc c'est aussi une œuvre d'artiste qui est aussi quelque chose de très personnel, une curiosité dans l'animation japonaise qui correspond plus à son temps, le début des années 2000, qui vaut le coup quand même d'être comparé à l'œuvre de l'ange, même si sur un tout autre mode de l'ordre de la tranche de vie. Maintenant qu'on a recommandé l'état d'œuvre, on peut continuer sur les recommandations. Donc, comme vous le savez, les recommandations, c'est qu'on recommande des choses que l'on aime, qu'on a appréciées récemment ou non, qui sont aussi bien des œuvres ou des événements ou quoi que ce soit d'autre. Je propose qu'on commence par Titouan. Je crois que le dernier truc qui m'a vraiment bien plu, c'est quelque chose qui est sorti sur Arte dernièrement, une série qui s'appelle Samuel. C'est une série en noir et blanc qui est réalisée par une angoumoisine qui s'appelle Émilie Tronche. Elle avait fait un premier épisode pour s'amuser pendant le confinement, donc elle en avait fait un deuxième, puis un troisième, puis des producteurs l'ont contacté, puis Arte, et en fait là du coup ils en ont fait une série complète. Et dans l'équilibre économie d'animation, justesse d'écriture, enfin il y a un truc, c'est parfait, c'est un bonbon, elle fait elle-même toutes les voix de la série et ça marche trop bien, enfin c'est ultra classe. Karel? Alors, moi, ça se bouscule dans ma tête comme d'habitude quand il faut recommander des choses, mais je vais recommander un film que j'ai vu, la semaine dernière qui s'appelle Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, un film québécois de Ariane Louis XVI dans lequel on suit, bah, comme son titre l'indique, hein, une vampire dont les canines ne poussent pas. Elle n'arrive pas à voir les humains comme des proies. Elle a beaucoup plus de compassion pour les humains que d'appétit, on va dire. Elle est condamnée à boire à la paille dans des petites poches jusqu'au jour où ses parents lui disent bon bah maintenant t'es suffisamment grande, faut que tu quittes la maison. Et elle va croiser la route d'un mec qui fait une tentative de suicide, mais qui se rate. Et elle va se mettre à le suivre, à l'étudier, à l'observer et à essayer de se dire bah est-ce que je peux pas l'aider. Et à l'inverse, est-ce qu'ils peuvent pas s'apporter l'un à l'autre quelque chose.
Si vous avez vu par exemple Bakemonogatari ou Sayonara Zetsubo Sensei par exemple, c'est un film qui va vous titiller sur ce genre de fibre. Un humour très pince sans rire, mais en même temps beaucoup plus tendre que les deux références que je viens de mobiliser. C'est un film qui, je trouve, réussit à être à la fois cruel, pas mal de niveaux, en embrassant des thématiques sociales qui sont très dures, sans tricher avec le sujet, tout en traitant ces thématiques autour de deux personnages qui se posent la question de qu'est-ce qu'on peut s'apporter? Qu'est-ce que je peux te donner, moi, en tant que personne? Ces questions-là sont toujours posées sous cet angle-là. Ça reste un film qui peut être vu paradoxalement par à peu près tous les publics, je dirais. C'est pas non plus hyper sanglant. C'est pas un film L'étrange festival. Vous voyez, c'est pas ce genre de film. Ariane Louis XVI a fait un entretien dans Happy Hour, podcast de la galaxie au Clone Web. Il risque de pas rester très longtemps à l'affiche, donc s'il passe près de chez vous, courez-y. Alexandre, Bah, déjà, je vais dire à quel point j'aime beaucoup Bye Bye Elida et allez le voir, le film est super. Au début, je me demandais vraiment ce qui se passait. Enfin, l'image de la fourmilière marche tellement bien, ça éclaire tous ces processus, tous ces petits rituels qui s'agencent au fur et à mesure et soudain, les pièces du puzzle commencent à trouver un ordre. J'avais beaucoup aimé ça. Merci beaucoup. Ah, je t'en prie, c'est vraiment sincère. Et comme on est le 1er avril, je voulais quand même parler d'un film un peu drôle, un peu blague. 48 x 61, qui est un film qui était sorti en 2004, réalisé par Rintaro, qui est seulement disponible sur le Steam Boy Starter Kit, donc qui est une édition DVD un peu collector du film de Katsuhiro Otomo. C'est littéralement une espèce de déconnade où on voit donc Rintaro qui a 61 ans et Otomo qui a 48 ans, d'où le titre du film, qui font une course de vélo et qui ont l'air de mal digérer le fait d'être dépassés par leur partenaire de sport. Évidemment, ça prend des proportions assez énormes et débiles. Ils commencent à sortir tout un tas d'ingénierie de leur casque de vélo. Voilà, c'est juste 6 minutes un peu délirantes et en plus avec une équipe qui se tient très bien, avec Toshiaki Honda, la musique qui avait déjà travaillé sur Metropolis de Rintaro, et Katsuya Terada au Chara Design qui était déjà responsable des très beaux travaux de Chara Design sur Blood the Last Vampire. C'est une production Madhouse d'ailleurs. Enfin, normalement, on doit pouvoir encore trouver le film sur Katsuka. C'est ce que j'allais dire, disponible sur Katsuka, ouais. Voilà, c'est une petite pépite qui marche très bien 1er avril. moi, ma recommandation, ça va être un film qui est assez peu connu et pourtant, c'est le genre de film qu'on verrait bien une après-midi avec sa famille, qui s'appelle Housekeeping, qui est réalisé par un réalisateur qui est assez peu connu, qui est un Écossais nommé Bill Forsyth, qui est surtout connu en Écosse pour une comédie culte là-bas qui s'appelle Gregory's Girl, une fille pour Gregory, et dont le film le plus connu s'appelle Local Hero avec Peter Capaldi et Burt Lancaster. Housekeeping est un film qui raconte l'histoire de deux sœurs qui voient leur mère les abandonner et qui se retrouvent à être élevées par leur tante un peu excentrique. Et par excentrique, c'est clairement une personne qui est neuroatypique sans être jamais nommée telle quelle. Ce qui est assez beau dans le film, c'est-à-dire que l'on voit un personnage qui est atypique, que l'on qualifierait réellement de neuroatypique maintenant, mais qui n'est pas du tout dans le film et qui est juste une personne excentrique. Et ça va être le genre de film où, dans une petite communauté, une personne va être vue comme pas normale et donc va être quelqu'un qui va être ostracisé à cause de ça. Et le film a à la fois ce côté très touchant parce que ça va être une personnalité que l'on ne voit pas réellement dans ce genre de film d'habitude. Et il va y avoir dans sa description qui est à la fois douce et tendre quelque chose qui est très communicatif. Et en même temps, il va y avoir ce côté accessible et qui fait regretter que à notre époque, je trouve, on n'a plus trop ce genre de films qui vont parler à tout le monde, tout en étant des films qui vont parler de sujets assez spécifiques et précis pour valoir le coup d'œil et en même temps être facilement partageable. Et donc, c'est un film qui, je pense, peut plaire à tous et qui mérite réellement le coup d'être vu, d'autant que le réalisateur est, à mon sens, assez peu connu. Je trouve que l'actrice qui s'appelle Christiane Lati fait une performance qui est très très touchante. Donc je vous conseille de voir ce film-là qui est un peu aussi une petite pépite cachée, je suppose. Voilà, cet épisode dans l'intervalle est terminé. Je remercie tous les participants, notamment Karel et Titouan pour avoir bien voulu participer à cet épisode. Je remercie Croquis pour le logo du podcast, le Calvin Ball Consortium pour l'accueil. D'ailleurs, si le podcast vous a intéressé, n'hésitez pas à regarder la page du site. Il y a des tas d'autres podcasts passionnants à écouter. Si jamais vous aimez notre travail, il y a le Patreon du Calvin Ball Consortium qui nous permettra d'acheter un meilleur matériel et de subvenir aux besoins matériels eux aussi des autres podcasts.
Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager, à le commenter, à le noter sur vos applications de podcast préférées. C'est des choses qui nous permettent d'étendre notre diffusion du podcast, tout en nous permettant également d'avoir un retour sur le travail que l'on fait. Et ça, quand on fait un travail qui n'est pas forcément commenté ou qui n'est pas forcément diffusé outre mesure, c'est ces retours-là qui nous donnent envie de continuer. Voilà, sur ce, je vous dis ciao et bon vent. Salut! Salut!